Ensuite, quand on a sommé M2 et S2, on a montré que grâce à cette somme, on obtenait notre cycle morto-vivant, notre modulation sur 15 jours. En sommant à M2 et S2, N2, N2 si on regarde, c'est encore une composante semi-diurne. Donc on va venir en fait accentuer le cycle morto-vivant. Si vous regardez, on voit que ça vient creuser un peu plus les mortaux et ça vient augmenter un peu les vivants. Idem, si on vient sommer K2, on rajoute encore une différence de fréquence de l'ordre de 15 jours, ce qui vient encore accentuer le cycle morto-vivant. Quand on vient sommer K1, K1, c'est un cycle, vous voyez, qui a une période de presque 1 jour. Donc on change, ici on était sur 4 composantes semi-diurnes, là on va sommer des composantes diurnes. Donc 3 composantes diurnes, K1, O1 et P1. On voit une grosse différence de signal parce qu'on vient ici d'ajouter une inégalité diurne. Donc quand on vient sommer nos composantes diurnes, on vient ajouter notre inégalité diurne. De la même façon que quand on sommait plein de composantes semi-diurnes et qu'on ne voyait plus trop de différence, c'est pareil ici, quand on rajoute K1 puis O1, donc c'est difficile de voir la différence. On peut regarder des endroits particuliers où on voit un peu mieux la différence dans l'inégalité diurne qui apparaît, mais c'est tout. Et quand on vient ajouter MF, on vient ajouter un niveau moyen qui va varier tous les 15 jours, avec une amplitude qui reste assez faible, 17,2% de l'amplitude de M2. Donc c'est pour ça qu'on ne la voit pas vraiment apparaître ici, cette différence de niveau moyen sur 15 jours. Et voilà, ici vous avez votre niveau, votre signal de marée complet avec vos 8 composantes. Il faut savoir qu'à Brest, on en a environ 130. Vous pouvez retrouver cette figure dans votre dossier marée et elle s'appelle, je vérifie sur le nom que je lui ai donné, elle s'appelle somme compo harmo, pour la somme des composantes harmoniques. Maintenant, si on joue sur le déphasage, on constate qu'il n'y a pas forcément beaucoup d'influence en déphasant des composantes qui auraient une fréquence proche. Donc, typiquement, si vous déphasez M2 par rapport à S2 ou à N2, vous n'aurez pas beaucoup de différence dans le signal observé. Par contre, si vous déphasez les composantes diurnes par rapport aux composantes semi-diurnes, vous allez voir une grosse différence. Là, j'ai testé en jouant sur le déphasage de la 5e composante. Donc, c'était la composante K1. Donc, j'ai joué sur DP5, celui que j'ai appelé DP5. Je lui ai mis comme valeur 0, 1, 2, 3 et 4. Et j'ai tout tracé, donc là c'est un peu brouillon. J'ai essayé de vous montrer une courbe par une courbe. Déjà, peut-être qu'on peut essayer de zoomer un petit peu pour y voir plus clair. Je prends la flèche, je viens zoomer ici. Ouais, c'est où, hop. On va venir zoomer sur une période de mortaux. Souvent, c'est là qu'on voit beaucoup le déphasage. Voilà. Et grâce à un petit outil qui s'appelle le Plot Browser, que vous pouvez trouver dans View, vous allez pouvoir observer une courbe par une courbe. Donc là, c'était le signal normal, celui où il n'y avait aucun déphasage. Maintenant, j'ajoute un déphasage de 1. Vous voyez, vous modulez, vous changez un peu votre signal. Vous voyez ici que l'inégalité se fait différemment. On n'a pas la même marée haute et la même marée de marnage moyen. Ensuite, c'est inversé typiquement ici. Alors si je continue, hop, je déphase de 2 ce coup-ci. Donc on voit qu'on modifie encore un peu plus notre signal. De 3. Donc là j'ai pas mal changé aussi, etc. De 4. J'ai encore bien modulé mon signal. Et puis ensuite, si je continue à déphaser, je vais finalement me retrouver en phase. C'est sur un cercle, on fait de la trigo. Donc plus je déphase, plus je reviens à un moment en phase, puis après je me redéphase. Nous avons terminé la question 1. Vous voyez que pour réussir à prédire un signal de marée, il est nécessaire de connaître la période, les composantes et leur déphasage.
Nous allons nous intéresser maintenant dans la question 2 à essayer justement à partir d'un signal à retrouver donc les composantes, l'amplitude et la période, fréquence de ces composantes. Pour cela, à partir du signal que vous avez construit, on va appliquer une transformée de Fourier. Une transformée de Fourier, c'est une transformation mathématique qui permet, à partir d'un signal, qu'on suppose étant une somme de fonctions sinusoïdales, ça permet de retrouver les différentes composantes, ou leur amplitude et leur fréquence notamment. Afin d'implémenter ça dans votre routine MATLAB sans avoir à rentrer dans le détail des calculs mathématiques, puisque ce n'est pas l'objet de notre TP aujourd'hui, je vous invite à regarder dans l'aide de MATLAB. L'aide de MATLAB est extrêmement bien faite. Donc la fonction qui va nous intéresser, c'est la fonction FFT. Pour aller dans l'aide de MATLAB, vous allez dans le menu Home et dans Help, ici, Documentation. Une fois que votre fenêtre d'aide s'ouvre, vous tapez FFT, vous trouvez Fast Fourier Transform et vous avez l'aide détaillée de MATLAB. Et ce qui est pratique, c'est que dans l'aide, on vous donne des exemples de code. Vous allez pouvoir récupérer directement un exemple de code et on va l'appliquer à notre cas. Afin d'optimiser les transformées de Fourier, il est conseillé d'utiliser une dimension supplémentaire, ici le petit n qui est là. Donc peu importe, pour vous c'est transparent, hein, je veux dire ça n'a pas d'impact sur... ce n'est pas une des compétences que vous devez acquérir lors de ce TP. Donc je vous montre directement le code proposé par MATLAB pour cette fonction-là. Donc c'est le deuxième item, ici, vous voyez ça descend un peu vite. Voilà, ici, pardon, on va venir prendre, où c'est? Ici, pardon. Donc on récupère la façon qu'ils ont d'implémenter la fréquence, le vecteur temps, la longueur du signal. Donc on récupère ça. Et on va récupérer aussi la façon qu'ils ont de faire la transformée de Fourier. Donc on va récupérer cette fonction-là, qui correspond au NFFT dans votre PDF. L'aide de MATLAB a changé ses notations entre-temps, selon quelle version de MATLAB vous utilisez. Ils appellent ça N ou NFFT. Ici, c'est l'endroit, la ligne où est fait effectivement le calcul de transformée de Fourier. Ici, c'est le passage pour tracer votre transformée de Fourier. Et donc, ce qu'on va obtenir va nous permettre de retrouver l'amplitude de notre signal, l'amplitude de chaque composante et la fréquence de chaque composante. Donc, on adapte ce qu'on a trouvé dans l'aide de MATLAB dans notre code. Donc, on voit ce qui est important pour la transformée de Fourier, c'est de jouer sur la fréquence d'échantillonnage, la fréquence à laquelle vous avez votre signal. Nous, notre signal, vous vous rappelez, on avait choisi de le prendre toutes les heures. Donc ici, je prends ma fréquence en heures, j'ai une donnée de signal de marée, 1 par heure. Donc mon vecteur temps va de 0 toujours à 31 fois 24 pour avoir un mois. Et ici, je mets la fréquence, donc c'est 1 sur fs, fs étant le nombre de valeurs que je veux avoir par heure. L, c'est la longueur de t, c'est le nombre d'échantillons, le nombre de valeurs que j'ai en tout dans mon signal A. Donc j'écris mon signal A, je récupère le NFFT dont je vous parlais, je fais ma transformée de Fourier, je récupère un signal transformé F, ici, non ça c'est mon vecteur fréquence, ici, pour tracer. J'ai donc bien mon signal Y, et j'utilise la fonction subplot pour pouvoir tracer, faire le même type de figure que ce que vous avez sur le sujet. Alors, subplot, ça nous permet de faire plusieurs figures sur une seule figure. 2, ça correspond au nombre de lignes, 1, le nombre de colonnes, et ici, le dernier chiffre correspond à la combienième figure c'est. Donc ici, je vais faire une figure qui a 2 lignes, une colonne, et ce qui est en dessous correspond à la première figure. Plot TA, donc ça c'est la même chose que ce qu'on avait tout à l'heure. Et je veux que donc dans cette figure qui contient 2 figures,
ligne une seule colonne, la deuxième figure, ce soit le tracé de notre spectre. Alors, je teste tout de suite pour voir si ça marche. Je ne suis plus dans le menu Home, je veux le menu Editor pour pouvoir lancer mon script. J'obtiens quoi comme figure? J'obtiens bien 2 lignes, une colonne. En haut, c'est mon signal de marée, comme j'avais déjà depuis tout à l'heure quand je somme l'ensemble des composantes. Et en bas, j'ai ce qu'on appelle un spectre. C'est donc la transformée de Fourier qui me donne ici l'amplitude du signal en fonction de la fréquence. Et donc ce qu'on voit apparaître, c'est un gros pic ici sur des valeurs qui seraient... Alors si vous mettez votre petit curseur dessus, on doit pouvoir voir les valeurs. Par exemple, l'amplitude ici la plus importante, qui est à 8,5, est à une fréquence de 0,08. Alors 0,08, ça fait quoi en période, ça? 1 sur 0,08, ça nous fait 12,5. 12,5, ça correspond bien à notre marée M2. Donc ici, on aurait notre signal de marée M2, et ici d'autres composantes, sans doute, qui correspondent S2, N2, etc. Et là, une fréquence 2 fois plus petite, donc ça correspond à une période 2 fois plus grande, ça correspondrait à notre période de 24 heures du coup, donc là on aura nos composantes K1, O1, P1. Et ici sans doute notre fréquence qui correspond plutôt à 327 heures. On voit aussi qu'on a beaucoup de bruit ici, et vous pouvez constater que tout à l'heure j'ai mis 10 mètres pour la composante M2, et ici je retrouve 8,5 mètres. On constate qu'on n'est donc pas très précis dans notre détermination des pics. On va venir jouer sur différentes choses, la fréquence, Fs, la longueur aussi du signal qu'on a récupéré, pour essayer d'améliorer cette détermination des différentes composantes. Donc comme je vous l'ai dit, le premier test, on voit, c'est pas très précis. Vous vous rappelez, on avait 8 composantes. Bon, ici, c'est un peu difficile de dire où se retrouvent nos 8 composantes. On en trouve 1, 2, 3, 4, 5 composantes peut-être. En tout cas, on n'a pas nos 8 composantes. Donc, on va venir jouer sur la fréquence, Fs, c'est-à-dire combien de données on a par heure, et sur la longueur d'échantillon. C'est-à-dire, si j'ai un mois d'échantillon, j'arrive à prédire, pas vraiment très bien ma donnée. Si j'ai 10 mois d'échantillon, peut-être que j'arriverai mieux à prédire mes données et les composantes que j'ai à l'intérieur. Ma marée, pardon. Pareil, fréquence d'échantillonnage, si vous n'avez qu'une donnée toutes les heures, c'est bien, mais en avoir peut-être plus, ce serait mieux. Ici, on va tester si j'ai 1000 composantes par heure. Donc tout d'abord, là, c'est votre signal, pas très joli. Je vais tester, deuxième chose, je vais tester si je mets 1000 données par heure, si je récupère 1000 données par heure, donc je vais vous calculer, ça vous fait une donnée toutes les 3-4 secondes, et je continue à enregistrer seulement sur un mois. Donc c'est mon signal jaune là, vous voyez, j'ai pas amélioré grand chose, il ne s'est pas passé grand chose. En réalité, quand on augmente la fréquence ici d'échantillonnage, vous allez juste réussir à déterminer plus de haute fréquence. Or, nous, en réalité, on n'a pas vraiment besoin de plus haute fréquence. Notre signal de marée, il est basse fréquence. Avoir une donnée toutes les heures pour trouver des composantes de marée qui sont de l'ordre de 12 heures, les plus hautes, c'est suffisant, c'est pertinent. Si on voulait bien sûr observer des vagues qui ont une fréquence de 10 secondes et qu'on avait qu'une donnée toutes les heures, forcément là, ce ne serait pas pertinent. Pour observer un signal de 10 secondes, de période, il faut au moins avoir 10 points, donc avoir au moins un point chaque seconde. Donc ici, jouer sur notre fréquence ne va pas changer grand-chose. Donc maintenant, je garde la même fréquence, une donnée par heure, et je prends 10 mois de signal. Donc imaginons que vous aviez un capteur de marée, un capteur de pression, qui était mis à l'eau, et vous allez le laisser 10 mois en espérant réussir à déterminer correctement vos différentes composantes. Donc là, c'est votre signal rouge.
on voit que le signal rouge est en effet bien plus précis que le signal de départ, notre signal violet. Le signal rouge, alors si on regarde bien, donc on a une composante ici, une autre ici. Alors, il faut vraiment avoir des bons yeux, mais il y a deux composantes là. Je vais zoomer, si je peux zoomer. Hop. Ici. Vous vous rappelez, nos périodes étaient très proches aussi, hein, nos fréquences étaient très proches. Donc là, on voit bien qu'on a une, deux, trois composantes. Hop, je reviens en arrière. On va aller voir les données qu'on a juste à côté. Et là, on a 4 composantes. Donc si vous regardez sur le tableau du PDF, nous avions bien 4 composantes M2 et nous avions 3 composantes qui étaient diurnes. On peut aller regarder plus précisément, hop, donc les périodes et les fréquences de notre signal. Donc on trouve une composante qui a 0,08354. Donc 0,08354. Et donc on charge la fréquence, donc 1 sur, ça fait 11h97. Je vérifie sur le PDF. Dans le tableau, 11h90, 11h97. Vous voyez, c'est très précis. On retrouve exactement la fréquence du signal. J'essaye un autre des pics. Donc ce pic ici, là, il est à combien? 0,08334. 8334, ça nous donne 12 heures quasi pile. Hein. 12 heures quasi pile. C'était la composante S2. Et je continue. Donc, ici, cette petite composante là, 0,07899. 0,07899. Donc, je vais faire l'inverse. 12,66. 12,66. C'est bien ça. Donc, normalement, la composante M2 va bien être à 12h42. Je vérifie quand même. Elle est tout là-haut. Donc, je place mon petit curseur. 0,0451. 0,0451. On fait l'inverse. Et on trouve 12h42. Parfait. On retrouve les différentes fréquences des composantes de marée de façon très précise. Maintenant, question amplitude. Vous voyez qu'on trouve 9,5 mètres alors qu'on avait une amplitude de 10 mètres. Un petit souci sur l'amplitude. Idem, ici, on trouve combien? 4,338. Normalement, on avait 4,66. Donc, on a une légère incertitude sur l'amplitude. Alors maintenant, si je continue à préciser les choses et que je prends une fréquence d'échantillonnage de 1000 par heure plus une longueur de signal de 10 mois. C'est mon signal bleu. Hop. Alors, je vais devoir résumer. Tout est parti. Ce c'est là. Un instant. Il y a beaucoup de données. Comme c'est très précis, ça peut mettre un peu de temps à apparaître. Alors, je vais zoomer encore plus. Je vais encore zoomer un petit peu pour qu'on voit mieux la différence entre les deux signaux. Donc, malheureusement, même en augmentant la fréquence d'échantillonnage et la longueur du signal, je n'ai pas réussi à atteindre ici mon 10 mètres qui correspondait en fait à mon signal d'entrée.
Donc on a vu que ce qui jouait beaucoup, c'était la longueur finalement du signal que vous allez traiter, qui va vous permettre d'avoir une meilleure précision sur les composantes de marée que vous allez déterminer. Donc si on reprend, on a vu que avoir 1 mois d'échantillon, ce n'est pas suffisant même pour réussir à avoir une bonne précision sur les composantes semi-diurnes, qui sont pourtant les plus importantes. Avoir 10 mois permet d'avoir une bonne précision sur les composantes semi-diurnes et diurnes. En réalité, souvent on dit que 4 mois, c'est le minimum à avoir pour réussir à retrouver correctement les composantes de marée principales. Donc 10 mois, ça permet même de réussir à avoir ici les composantes qui sont plus basse fréquence. Ensuite, si j'essaye d'améliorer encore, qu'est-ce que ça va changer? Vous n'avez peut-être pas vu la différence. Je vais faire un zoom sur les pics ici. Donc on avait vu qu'on a un petit souci quand même sur la détermination de l'amplitude de marée. Alors si vous regardez le pic là, avec 10 mois de signal, j'obtiens des données, donc j'obtiens une marée M2 à 7,75 m. Avec 100 mois de données, hop, j'obtiens en fait que la marée M2, elle est quand même à plutôt 9,5 mètres d'amplitude. Et si j'ai 1000 mois, étonnamment, je retombe un peu plus bas. Donc en gros, vous allez osciller autour de 9 mois. Donc ça, c'est des petits soucis par rapport à la transformation de Fourier qui est faite ici. Il y a des moyens d'améliorer encore cette transformation mathématique qui est basée sur une théorie statistique. Je ne vais pas en parler ici. Encore une fois, ce n'est pas les compétences visées dans ce TP. Mais l'important, ce que vous devez retenir, c'est qu'il faut jouer sur la longueur du signal. Donc si vous voulez avoir une marée correcte, il faut au moins 4 mois de signal. Et maintenant, vous voyez en plus pourquoi. Vous voyez comment est-ce qu'on fait pour déterminer ça. On fait une transformée de Fourier. On retrouve les amplitudes et surtout les fréquences des différentes composantes du signal. Et vous allez surtout pouvoir voir combien de composantes vous pouvez obtenir. C'est pour ça qu'à Brest, avec autant de données, nous avons 150 ans de données, un peu plus même, on arrive à récupérer jusqu'à 130 composantes. Où est-ce qu'on trouve des nouvelles composantes? Plus on a un signal qui est long, je vais vous montrer ça tout de suite, on va réussir à être de plus en plus précis sur les basses fréquences. Et forcément, plus on a un signal long, plus on arrive à avoir de précision sur ce qui se passe en bas là. Et donc, nous, on avait mis qu'un signal maximum de 327 jours de période. En réalité, il y a des cyclicités qui peuvent être pluriannuelles, qu'on va retrouver dans le signal de marée, et qui peut être important de modéliser, de prédire, pour prédire des niveaux extrêmes. Et donc, c'est là-dedans que vous allez les retrouver. Et pour ça, il faut avoir plus de points dans les basses fréquences. Pour avoir plus de points dans les basses fréquences, il faut avoir un signal de départ plus long. Voilà, sur ça, je conclus l'exercice 1. Nous allons pouvoir passer à l'exercice 2. Le code étape de cette première partie était plage.